Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire le point sur les sujets qui animent la communauté des conseillers en gestion de patrimoine à l'heure actuelle. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'Anacofi. Et on va peut-être commencer par ça, puisque l'Anacofi vient de terminer tout juste sa convention annuelle. Vous avez donc échangé avec beaucoup de professionnels du secteur. Un mot peut-être pour nous dire comment ça s'est passé, mais surtout, qu'est-ce qu'on dit dans les allées de la convention annuelle de l'Anacofi, David Charlet? Alors, ça s'est bien passé. D'abord, c'était une convention, c'était en même temps l'anniversaire des 20 ans, donc les gens étaient plutôt venus avec un esprit festif. De fêter ces 20 ans, alors festif ou tout au moins en termes de logique, d'ambiance et d'échange. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? On avait choisi de faire ça essentiellement en se retournant sur ce qui s'était passé dans les 20 ans, en essayant de se projeter un peu, et en faisant quelque chose d'un peu nouveau, qui était, dans la partie conférence, de faire des binômes entre le président actuel en charge chez nous d'un sujet et le régulateur. D'accord. Donc on est resté très marché pour une partie, puis très réglementaire sur une autre partie, et puis très histoire et tentative de projection sur les conférences. Les assemblées générales, je pense que ça n'intéressera pas le reste de votre public. Bien sûr, voilà, on a voté ce qui était prévu, on n'a pas eu de problème, on n'avait pas non plus une grande année en termes de vote. Voilà, mais on avait à peu près 1 millier de personnes. Les sujets de modèle économique, Retail Investment Strategy, réglementation européenne, c'est des sujets qui ont été abordés dans les allées. Oui. Bah, ils le sont, tout comme la tech et l'ESG en fait. Ok. Ce sont les grands sujets, pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs assez différentes, mais qui sont toutes liées. Donc oui, le problème du modèle économique, il existe depuis toujours. C'est une question qu'on se pose depuis maintenant plus de 25 ans. Oui, qui revient régulièrement. Mais là, on a quand même l'ARIS qui est dans les tuyaux depuis un moment. Donc la correction, ce ne sera jamais que la 3e des textes européens nous concernant. Et c'est d'actualité, c'est maintenant, quoi. Donc oui, bien sûr, on en parle. Mais alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient été peut-être un petit peu inquiets sur les premiers articles qui sont sortis, qui dans la première version, donc ce texte promettait purement et simplement de supprimer même le modèle de rétrocommission, enfin ou de commission en tout cas sur quand on fait du conseil en investissement financier. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sujet d'inquiétude pour un CGP? Ça le restera. Ouais. Ça le restera parce que ce que dit le texte aujourd'hui, c'est on ne supprime pas le modèle, mais on va le durcir. Donc certains ont dit les Français ont gagné. Alors entendons bien ce que ça veut dire par les Français ont gagné, c'est le modèle que nous portons. Mais en termes de marché, c'est peut-être plus compliqué, puisqu'il y a un certain nombre d'actes qui ne pourront plus forcément être rémunérés par rétrocession, et puis qu'on a inventé une notion dedans, et ça va nous concerner aussi, qui sont les undue costs, donc les coûts indus. D'accord. Quand vous aurez pris trop à un client, et là, pour le coup, le texte prévoit de les rendre. Donc, il va falloir créer tout un tas d'indicateurs qui permettront de savoir si on est dans un prix normal et acceptable ou si on n'est pas dans un prix normal et acceptable. Il faut quand même voir ça. Ce n'est pas une détermination du prix de marché, mais c'est quand même quelque chose qui va être nouveau, qui va venir à tous les étages de la chaîne, alors industrielle, de conseil, appelez ça comme vous voulez, qui concernerait d'ailleurs tout aussi bien ceux qui sont à l'honoraire. Parce que ce que l'on dit depuis le début, c'est qu'il y a une opposition entre deux schémas, celui à l'honoraire et celui avec les rétrocessions. Bien sûr. Oui. Ce qu'on voit bien avec ce texte, c'est que, ok, on dit les deux modèles restent possibles, mais attention, les contraintes qui arrivent, du coup, elles seront pour tout le monde. Donc, il faut quand même regarder ce que ça implique. Et c'est des contraintes qui philosophiquement vont venir quantifier, en gros, le conseil rendu par rapport à l'investissement et estimer si le prix est le bon, c'est ça? Alors, philosophiquement, c'était l'idée du texte. C'est-à-dire qu'on nous a inventé à un moment la value for money. Donc la value for money, mais qui est toujours d'actualité. Tout à fait. Donc la value for money en soi, c'est assez peu discutable. C'est-à-dire on va demander à des professionnels d'expliquer en quoi leur travail justifie ce qu'ils demandent. Bon, la problématique, c'est comment vous le mettez en œuvre, parce que techniquement, ça peut être compliqué. Pour les fabricants, ils comprennent à peu près comment ils peuvent faire. Fabricants d'un produit, d'un fonds, d'un contrat d'assurance vie, ils comprennent, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, mais ils comprennent à peu près comment ils peuvent faire. Quand on est à l'échelon du conseil au client, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on avait déjà des contraintes qui, d'une certaine manière, étaient déjà une value for money. C'est-à-dire si le client estimait que c'était trop cher avec la transparence qu'on avait et l'obligation de ce qu'on appelle les rapports d'adéquation au client. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Et donc on a un problème technique. Nous, au niveau du conseil, pour savoir ce qu'on pourrait rajouter qui ferait qu'on irait vers une dose complémentaire de value for money. Par contre, vous avez indirectement
le fait que ça va amener à ce qu'on regarde ce prix, qui va le regarder? Une autorité plus que le marché, parce que le marché, par la transparence, on a bien vu que ça a amené à des baisses de prix. Et après, on est arrivé à un niveau, ça s'était à peu près stabilisé. Vous aviez ceux qui vendent à très peu cher, ceux qui vendent à assez cher, mais on avait vu quelque chose se stabiliser ces dernières années. Donc, on peut avoir une tendance de nos autorités naturel, même s'ils ne le souhaitent pas, à fabriquer un prix à un moment. On le voit bien d'ailleurs avec les décisions de l'ACPR de l'année dernière. Mais donc il serait le même prix pour tout le monde? Non, en fait, ce serait ce qu'on voit faire par l'ACPR là, petit à petit, et ce dont on nous parle avec les éventuels benchmarks venant de Bruxelles, c'est plutôt des tunnels en fait. D'accord. C'est des espèces de tunnels à l'intérieur desquels on va identifier un prix qui semblerait normal, et puis on va vous dire, vous pouvez vous écarter de... Et c'est philosophiquement assez différent de ce que l'on avait dit avant quand on parlait de l'opposition entre honoraires et rétrocession. Quelle était la philosophie? C'est que en rétrocession, c'était donc des commissions, des frais dont on supposait qu'ils n'étaient pas forcément tous normaux, et où on disait là-dessus, on peut un jour vous imposer un prix. C'est arrivé dans certains pays. Et puis sur l'honoraire, ça bénéficiait d'une présomption irréfragable, c'est ce qui était écrit dans les textes européens avant, qualitative et d'acceptation du client. D'accord. Et dès lors, tant que le client accepte de payer, il accepte, on paye. va. Il a reconnu un niveau de qualité, personne n'a à le discuter. Avec le schéma dont on est en train de nous parler, vous voyez par exemple qu'il ne remet pas nos modèles économiques en cause, mais il remet ce fondement philosophique absolu, et qui est aussi un fondement de droit, historiquement, de bien l'honoraire non plus n'est pas forcément, enfin l'honoraire aussi, n'est pas forcément quelque chose qui, si on s'entend sur la chose et le prix, tout va bien. C'est quelqu'un, un régulateur ou autre, pourrait dire non, c'est pas juste. Mais alors, pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que si on conseille des investissements et qu'ils n'ont pas la performance ou le rendement attendu, on pourra considérer que le prix payé pour les investissements est trop élevé? Alors ça, c'était l'idée du départ. C'était la première idée de la première version du texte. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur, quoi, globalement. Oui, mais là, on a un peu bougé. C'est-à-dire que dans des propositions que l'on a maintenant, on réintègre cette idée qu'un client n'est pas forcément là pour du rendement absolu. Ce que l'on va attendre de voir, parce qu'attention, on a aujourd'hui la version de ce que l'on appelle le texte de niveau 1, c'est-à-dire le texte d'en haut, mais ensuite, ça va ruisseler, comme disent certains. Et donc, quand ça va ruisseler, en fait, ça entraîne la production de textes en dessous qui vont expliquer dans le détail ce que les autorités vont attendre. Donc, maintenant, on est dans un moment où on n'a pas encore massivement le problème. Après, oui, ça pose la question de l'indicateur. Ce dont on a peur, c'est les textes d'en dessous, en fait. Oui, et quel indicateur? Est-ce que c'est sur un an? Est-ce que c'est une moyenne sur 10 ans? Est-ce qu'on est sur du temps long? Oui, mais c'est-à-dire que si on nous dit qu'il n'y a pas que le rendement, et qu'on nous dit, par exemple, que si on a correctement tenu compte des objectifs du client, la question, c'est comment va-t-on le démontrer? Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, on a déjà ce que l'on appelle les rapports d'adéquation. Et les rapports d'adéquation, c'est ça. Donc, on nous dit on ne tiendra pas uniquement compte du rendement absolu, à la différence de la première proposition. Et il y a une liste d'éléments qui peuvent être pris en compte. Mais il y a un moment où vous allez être contrôlé par une autorité. Vous allez être contrôlable par une autorité. Donc, il va falloir qu'elle ait des clés de lecture. Et c'est là que on va devoir attendre les textes dits de niveau 2, voire après, pour y voir plus clair. Pour l'instant, c'est plus une déclaration d'intention de nous avoir dit vous avez gagné, on ne s'intéressera pas qu'au rendement absolu. Mais comment vont-ils faire? Ce serait une question. Justement, si on ne parle pas que de rendement absolu, on parle aussi de volonté, donc d'investissement des clients. Et il y en a une qui revient très régulièrement, dont on parle beaucoup, qui est réglementée au niveau européen. C'est toutes les normes ESG. Oui. C'est toutes les volontés d'investir effectivement selon ces critères ESG. Comment le sujet est-il vu, géré au sein de l'Anacofi? Alors, au sein de l'Anacofi, le mieux possible. Au sein de l'ARIS, beaucoup moins qu'on ne l'aurait pensé. D'accord. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses sur on s'attendait sur l'éducation financière à beaucoup de choses de l'ARIS. Bon, c'est une déclaration d'intention, puis ça ira pas loin. Sur l'ESG, c'est pas tellement mieux. Donc, au sein de l'Anacofi, comme on le traite, c'est déjà une contrainte. C'est pas un sujet qu'on débat, on est obligé d'appliquer. Donc, c'est une contrainte réglementaire que vous soyez vous-même ESG convaincu ou pas du tout quand vous êtes un conseiller, c'est une obligation. Donc, nous, on a d'abord une commission, une équipe qui travaille dessus. Donc, toutes les réflexions sont menées. On a ensuite un kit de conformité de nos membres qui en tient compte. On a produit un KYC, on a produit quelques outils d'aide au respect de la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui, qui sont à disposition de nos membres. Le KYC, par exemple, on l'avait présenté à l'autorité des marchés
marchés financiers. On va le corriger parce qu'on a reçu une petite remarque là, de l'autorité des marchés financiers suite à des prises de position de l'ESMA, donc le régulateur européen. Donc on fait notre boulot de mise en place pour nos membres des outils dont ils ont besoin. On a créé une formation dédiée, on a intégré de l'ESG dans plein d'autres formations en petits chapitres pour qu'ils aient thème par thème la partie qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a, David Charlet, suffisamment d'offres aujourd'hui pour répondre aux demandes des clients ? Alors, oui et non. D'accord. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que des offres ESG, il y en a, mais je suis pas. Enfin, ce que l'on voit, c'est que les clients n'en demandent pas tant que ça. Malheureusement, pour les régulateurs qui disent que les gens en veulent et en veulent et en veulent. Et ils en veulent, mais comme ils en veulent en proportion, par exemple, un truc tout bête, ils doivent nous dire quelle proportion de leur patrimoine. Mais sauf que s'ils ont acheté un bien qui est très, 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 très propre en matière de ESG, sur le reste, on n'a pas forcément besoin d'en faire autant. Ensuite, le fait qu'ils veuillent de l'ESG ne veut pas dire qu'ils veulent tout en ESG. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que toutes les études menées par les autorités sont est-ce que les gens en veulent ? Là, on est à peu près 50-50. C'est pas 90. Oui, bien sûr. Bon. Maintenant, la proportion fait qu'on devrait pouvoir se satisfaire de ce qu'il y a sur le marché. Peut-être. Et le problème, c'est ce peut-être. C'est qu'on n'en est pas sûr. Parce que la manière de scorer, de présenter un produit, ne correspond pas exactement à notre manière à nous de scorer le client. Donc, on a un problème d'identification de l'adéquation de ces produits par rapport à ce qu'il faut aux clients. Ça ne veut pas dire que certains ne sont pas parfaits, mais dans ce cas-là, ils ne sont pas suffisants. Bien sûr. Mais ça, la réglementation européenne devrait quand même aider dans les prochaines années, non ? Oui, mais la réglementation européenne a fait les choses à l'envers. Enfin, c'est même pas moi qui l'avais dit, c'est vous aviez un dirigeant d'un de nos régulateurs qui l'avait dit, on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire qu'au lieu de nous expliquer, de faire fabriquer les produits et solutions que les professionnels allaient amener à leurs clients, voire que les consommateurs allaient eux-mêmes aller chercher on a commencé par réglementer les professionnels. On a commencé par réglementer les distributeurs et on a arrêté, parce qu'ils étaient en chantier, tous les travaux côté fabricant. Il se passe ce qui devait se passer. Donc maintenant, ils essayent de rattraper les choses. Il restera un problème fondamental, c'est que pour ça, vous avez besoin de RSE, et que je rappelle que la RSE ne concerne, et les remontées de data, ne concernent qu'un nombre trop faible d'entreprises pour alimenter en data les fabricants. Un mot de conclusion, David Charlet, sur le fait que c'est bien aussi de se comparer à d'autres pays, pas forcément européens, mais l'Anacofi, je crois, échange avec de nombreux pays, et notamment le Canada prochainement. Oui, là, on va aller faire un tour au Canada. On va aller rencontrer toutes les fédérations de nos métiers canadiennes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au sein de l'Union européenne, on se connaît à peu près tous. On a une bonne visibilité. En revanche, on a perdu depuis quelques années la visibilité et l'échange avec les fédérations d'ailleurs. D'accord. Et donc, on a décidé d'essayer de recréer des liens directs avec certaines fédérations et certains pays. Et puis, parmi ceux pour lesquels on va faire ça, eh bien, il y a le Canada. Donc là, donc, dans quelques jours, on va décoller, on va aller échanger avec les organisations professionnelles canadiennes. On va essayer de comprendre comment ça se marche. Et puis surtout, on a découvert qu'il y a un accord depuis presque 10 ans entre nos deux pays. Alors, c'est pas celui qui pose problème sur la nourriture et bien sûr, choses. C'est un accord qui est signé, qui est valide, mais qui ne fonctionne pas. D'accord. Et du coup, on va essayer de discuter avec les fédérations professionnelles et le régulateur québécois au moins, pour essayer de comprendre comment on pourrait, nous gens du terrain, essayer d'aider à ce que ce truc fonctionne, puisqu'il avait été prévu pour que dans nos métiers, ce soit pas si compliqué que ça de franchir l'Atlantique et ou de collaborer. Voilà, donc c'est à la fois culturel et une reprise de contact, c'est à la fois éminemment concret, syndicalement, ce qu'on a envie d'y faire, et apparemment on a un accueil qui est extrêmement sympathique de nos amis canadiens. Eh bien, vous viendrez nous raconter. Merci beaucoup David Charlet, je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.